Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui, comme vous pouvez le voir juste à côté de moi, on va parler des water cooling de chez Thermalright. Thermalright a sorti donc le Note que vous avez ici en 240 mm et en 360 mm que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Et vous êtes nombreux sous, j'allais dire en fait, la petite poussée d'un petit Alsacien aux cheveux longs et barbu, hein, que je tairai son nom si je peux dire ça. En gros, tout simplement en disant comme quoi il était à chaque fois mieux. Est-ce qu'il est réellement mieux? Donc la version Prism du en fait Frozen, si on peut dire ça, parce qu'on va dire comme quoi en fait là vous avez la version Note, là vous avez la version Prism du water cooling de chez Thermalright. Est-ce qu'il est réellement mieux? En termes déjà de tarification, et je vais vous le dire tout de suite, c'est vrai que à l'heure actuelle le Frozen Prism, que ce soit en 240 ou en 360 mm, puisque les deux déclinaisons existent en noir comme en blanche, sont à chaque fois moins chers que le Note. Les Notes, que ça soit en fait en 360 ou en 240, on va plutôt les retrouver pour les 240 mm aux alentours des 60 €, 65 voire 70 € en fait en fonction, alors que les prismes, eux plafonnent à chaque fois à 57 €. Donc on est à moins de 60 € pour le water cooling, moins de 67 €, enfin moins de 60 € si on peut le rappeler. C'était un petit peu, j'allais dire, le prix plancher des water cooling vraiment de bonne qualité. Et à l'intérieur, on avait un petit peu le leader, le ML240 V2 de chez Cooler Master, qui est trôné sur les anciennes générations. On l'a vu avec son grand frère que je vous ai présenté justement sur la chaîne avec le Core, où malheureusement le Core a pas su revenir finalement en fait à d'excellentes performances avec un prix un peu plus élevé. Et c'est pour ça que du coup il y a tout l'intérêt de tester le 240 avec le Frozen Prism 240. En termes de test et comment je vais vous le tester aujourd'hui sur la chaîne, ça va être très simple. On va donc tout simplement pas reparler du Note sauf vis-à-vis des résultats et de la conclusion, et je vais faire un test complet comme d'habitude pour en fait le Frozen Prism. Vis-à-vis de la partie test, donc on commencera par l'unboxing, puis après on fera la partie différence de spécification technique entre les deux, et vous allez voir que ça va être très léger mais ça a son importance quand même. Puis après la partie résultats et tests, et puis la conclusion enfin. Donc si vous aimez ce type de vidéo où justement je vous compare deux produits d'une même gamme ou au contraire de produits d'une même marque pour pouvoir savoir et peut-être limite voir lesquels sont les meilleurs à ce moment-là, et puis j'allais dire que ça inclut un petit peu en fait finalement le test des meilleurs water cooling pour moins de temps en fait d'euros, et ça je pense qu'on se fixera la limite en fait à 80 € pour la première vidéo. Typiquement si vous aimez ce type de vidéo, vous savez quoi faire en mettant votre pouce bleu, en me disant en commentaire à ce moment-là aussi qu'est-ce que vous en avez pensé de la vidéo et du produit en lui-même. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner en activant la cloche des notifications, c'est ce qui m'encourage moi à vous produire du contenu, à faire justement en fait ce type d'achat, parce qu'à l'heure actuelle la marque m'a rien envoyé et cette vidéo est justement sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP Hirosidiki, qui me permet justement de pouvoir vous tester ce type de produit là et de pouvoir les conserver en fait au fur et à mesure du temps sans avoir une certaine pression financière, si on peut dire ça. Et du coup en fait si vous connaissez déjà la sponsor, je vous ai mis un timecode pour pouvoir la zapper. Si vous la connaissez pas, du coup on se redit à dans une minute pour attaquer par la présentation du Frozen Prism 240 mm avec son unboxing. C'est parti. Et là on se retrouve sur le site de VIP Hirosidiki, et ce qui va nous intéresser ça va être les clés Windows 10. Donc là il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier, puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc ou appliquer, et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement. Moi je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail, puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18 on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows, ça ne change pas. Après on va sur le site de Microsoft avec Office Center, on copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose, on fait suivant,
Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et voilà, la sponsor étant passée, on va directement attaquer par ce beau petit bébé. Alors je l'ai pris en blanc simplement parce que j'en avais le besoin et que j'en avais un peu marre d'avoir que des water cooling noirs à la maison. Bah, clairement du coup ça va s'arrêter là. Mais sachez qu'en termes de tarification, on est sur la même tarification, qu'en termes de spécificité technique, il n'y a que la couleur qui change en fait en soi, qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Et que au niveau de la partie performance, ça restera exactement la même chose. Déjà ce qu'on peut remarquer, et c'est ça qui va être assez sympathique, et je vais juste parler uniquement du packaging avant l'unboxing direct, c'est que d'une, physiquement on a une boîte qui est un peu plus allongée avec le prisme comparé en fait au nôtre, même si on est sur la même taille, donc on va avoir une différence à l'intérieur. Le packaging de Thermalright reste exactement la même chose. Franchement, il y a vraiment très peu de différence. Vous avez les specs sur les deux côtés, que ça soit de la pompe et des ventilateurs. Vous avez juste au-dessus, j'allais dire, la partie code barre, etc. en fait directement. Et puis après, donc le visuel sur l'avant. Donc ça, en soi, tout ce qu'il y a plus le classique. Et donc là, on va attaquer tout simplement avec l'unboxing de ce beau Frozen Prism 240 mm. Packaging très simple, très sobre. On l'ouvre, vous avez directement la notice qui bizarrement est écrit à l'envers d'un côté et à l'endroit de l'autre. Donc je pense que c'est pour différencier les langues entre la partie donc anglaise et la partie chinoise. Assez spécial, mais pourquoi pas. Donc ça en fait ça reste ok. Au niveau de la partie notice, elle reste quand même assez simplement expliquée, donc ça il n'y a pas réellement de problème. Vous avez toute la partie guide d'installation, donc ça en fait pas de souci. Ici on va avoir retrouvé la box avec donc tout la nécessaire de montage et de visserie. Et après, comme à son habitude, on va pouvoir retrouver directement donc tout le water cooling déjà pré-monté. Donc ça, je refais le point directement comme je l'avais dit en fait la première fois. C'est vrai que quand vous avez le water cooling qui est déjà pré-monté, ça vous ne laisse pas la possibilité de choisir l'emplacement de vos câbles. Sauf que là, cette fois-ci, en fait, c'est bien fait. C'est bête à dire et ça, en fait, vous allez le voir tout de suite. Je vais juste enlever cette partie-là qui est du coup en fait la cover qu'on peut personnaliser. Pourquoi je dis que c'est bien fait? C'est que là, à l'heure actuelle, donc, vous avez les câbles qui sont vers le bas, donc vers le dessous en fait du water cooling directement. Ce qui fait que quand dans un boîtier, vous voulez mettre la pompe à ce moment-là au niveau de votre processeur, donc juste en dessous comme ceci, et ben les câbles sont correctement placés au niveau de la paroi et au niveau du boîtier, ce qui fait qu'ils ne gênent pas et vous n'êtes pas obligé de démonter et de remonter les ventilateurs. Chose que sur le Note, bah c'était pas le cas, c'était juste monté à l'envers. Est-ce que c'est un défaut d'usine ou pas? Ça, c'est à voir. Par contre, petite particularité que je vois, et peut-être que vous le remarquez en fait aussi, ici c'est bleu, voilà, je trouve ça assez marrant. On l'a ici, on l'a aussi au niveau sur la pompe. C'est une peinture bleue un petit peu pailletée, un peu métallisée, qui reste quand même assez agréable et assez jolie. Donc pourquoi pas en fait à ce moment-là. Au niveau de la partie câblage, comme vous pouvez le voir, on a à chaque fois deux câbles, donc un câble 4 pins PWM pour la pompe ici, plus du coup une extension mâle-femelle en 3 pins, donc ARGB sur les connectiques directement, donc là pour la pompe. Pareil pour les ventilateurs, ce qui permet du coup de pouvoir aussi à ce moment-là tous les brancher en série les uns avec les autres et utiliser qu'un seul port ARGB sur la carte mère. Donc ça c'est presque sur toutes les marques à l'heure actuelle. Vis-à-vis de la partie ventilateur, ils sont quand même bien fixés, ils bougent pas. On n'a pas de pète sur le radiateur. Le radiateur est quand même ultra propre, le blanc est vraiment très clean, donc ça c'est quand même assez cool. Et après sur l'aspect donc de la pompe, on va avoir une cold plate ici qui est quand même assez propre. Et là, vous avez le capot au-dessus avec la partie prisme que l'on peut tout simplement enlever puisque du coup il est aimanté. Et à ce moment-là qu'on va pouvoir en fait mettre soit le noir, soit le blanc. Donc juste ici. Mais voilà, donc en gros, vis-à-vis de l'aspect vraiment plus purement unboxing, on reste sur quelque chose de ok. Niveau qualité, ça reste bon, franchement les tuyaux sont bien tressés, ils sont assez rigides mais pas non plus trop. Faut pas qu'on ait à chaque fois à les forcer. Ça pivote bien en fait au niveau de la pompe, les ventilateurs sont bien fixés, bien vissés, le radiateur n'a pas de poc, les câblages du coup sont propres et sont quand même assez sympathiques. Je pense qu'en termes de longueur du coup ils sont ok aussi. Donc non, pour moi ça reste plus que ok. Bref, là ce que l'on va faire c'est qu'on va tout simplement comparer donc le prisme aux notes avec donc les différentes spécificités techniques. Puis après on passera directement à l'aspect résultat et benchmark en fait de test. Et puis une fois en fait terminé, on en viendra à la conclusion. C'est parti.
Et donc là, on va tout simplement attaquer par les différences entre les deux water cooling. On attaque avec les caractéristiques spécifiques du Frozen Prism. Vis-à-vis de la pompe, on a une vitesse de rotation qui est donnée pour 3300 RPM avec une durée de vie de 40 000 heures. Pour les ventilateurs qui sont en 120 mm, donc les deux, on est sur une vitesse de rotation donc exprimée en RPM à 1850, DCFM à 70,4, une pression statique de 2,64 mm par H2O, un water cooling garanti 2 ans pour un prix environnant les 57 € actuellement sur Amazon. Maintenant, quand on arrive avec les caractéristiques du Frozen Note, donc le grand frère que je vous avais présenté dernièrement sur la chaîne, pour la pompe, on est à 5300 RPM pour 40 000 heures de durée de vie. Donc la durée de vie ne change pas. Par contre, la vitesse de rotation, on a un gain de 38%, ou plutôt une perte finalement sur le prisme de 38% de performance. Pour les ventilateurs, cette fois-ci, en RPM, on est à 2000 RPM, en CFM, on est à 72,37 et en pression statique, on est à 2,87 mm par H2O, soit finalement une différence de 7,5% au niveau des RPM, 2,72% pour les CFM et 8% pour la pression statique. Au niveau de la garantie, on ne change pas, on est toujours garanti 2 ans. Et au niveau du prix, on est à 64,90, soit une différence de 12,17%. À l'heure actuelle, clairement, la différence de prix, elle n'est pas si énorme que ça, en fait, en termes de différence, comparée aux différences que l'on a juste au-dessus. C'est-à-dire que quand on voit qu'à l'heure actuelle, vous avez au maximum 38% de différence sur la pompe en termes de performance et que les performances sont à moins de 10% sur la partie des ventilateurs, 12% de différence de prix, ben c'est pas non plus si énorme que ça. Voilà. Après, ça pourra justement justifier cette différence-là et on va voir au niveau des performances justement si ça justifie ou non. Et voilà, vous avez pu voir au final que dans la partie donc vraiment purement technique au niveau des specs qui sont donnés par le constructeur et donc le référencement en fait technique du constructeur, clairement vis-à-vis de la différence que l'on va avoir entre le Prism et le Note, c'est tout simplement un problème de puissance. La pompe est un peu moins puissante au niveau des ventilateurs, on y perd en CFM, on y perd en pression et on y perd en vitesse. Après sinon le reste, il n'y a rien qui bouge. En même temps, qu'est-ce qui reste d'autre? Bah physiquement en fait j'allais dire juste le radiateur, et ça c'est un peu normal, c'est la taille qui va compter, mais ça on le verra en fait si réellement ça compte entre un 360 et un 240. Bref, sur ce, on va passer directement au niveau des résultats. Pour les résultats et pour la partie bench, comment je l'ai testé et comment je l'ai fait en fait à l'heure actuelle, et ben j'ai testé sur exactement le même protocole que le Note. J'ai même repassé le Note pour pouvoir vérifier au niveau des températures qu'on soit en fait toujours sur les bons résultats, qu'on n'ait pas de changement, qu'on n'ait pas de problème, et ça c'est bien le cas. Et au niveau du coup de la partie test, ben, je testais tout simplement sur un i3 à 12100, sur un i5 12400F et sur un i9 12900K pour pouvoir avoir un petit peu tout le panel. Pas testé sur AMD parce que du coup là cette fois-ci j'en avais pas sous la main aussi en fait au niveau du test, et que je comptais quand même vous faire le test assez rapidement, mais vous inquiétez pas, on va faire une vidéo récapitulative je pense plutôt sur la fin de l'année avec tous les systèmes de refroidissement que j'ai passé dans l'année pour pouvoir en fait à ce moment-là les voir sur Intel, sur AMD, sur le même protocole dans une seule et même vidéo, afin de pouvoir vraiment tous les classer et refaire ça à chaque fois par an pour vraiment en fait avoir un débrief total finalement de tout un système de refroidissement passé. Bref, sur ce, bah en fait en termes de tests, je les ai testés sur la partie bench synthétique, donc avec de l'OCCT, du VRE5 pour la partie en fait vraiment stress test, puis après R15, R23 et R20 pour pouvoir justement en fait pousser à fond en fait les différents CPU. Et après au niveau du jeu, bah, Assassin's Creed Valhalla, PUBG, Cyberpunk, The Witcher 3 et Shadow of Tomb Raider qui sont les jeux que j'ai testés pendant 30 minutes, sur lequel j'ai relevé la température maximale atteinte au bout des 30 minutes sur le processeur. Voilà, donc au moins vous savez tout a été fait sur une table de bench, donc du coup on n'a pas en fait de système de ventilation, j'allais dire autre, qui pourrait favoriser ou défavoriser via par exemple le boîtier ou l'enfermement, le water cooling. Donc ces résultats peuvent bien évidemment varier en fonction de l'airflow de votre boîtier aussi, soit à la baisse soit à la hausse. Voilà, après ça va dépendre vraiment des conditions dans lesquelles vous l'utilisez. Bref, sur ce, j'en ai déjà trop dit, on va directement passer à différents résultats et puis bah du coup on attaque tout ça, c'est parti. Et donc là maintenant on va attaquer tout simplement avec les résultats donc du Frozen Prism sur le test de température. Donc là vous avez toute la partie des résultats en bench synthétique, donc sur R15, sur R20, sur R23, sur VRE5 et OCCT. À l'heure actuelle OCCT tourne donc sur 1 heure. Vous avez donc 3 processeurs testés, un i3 à 12100 qui est en vert, le 12400F qui est en bleu donc en i5 et un i9 en 12900K. Clairement comme vous pouvez le voir,
voir que ça soit sur R15, sur R20 et sur R23, le i9 le fait tout simplement pousser vraiment dans ses retranchements. Au niveau du R23, on arrive à peu près à partir de 7 minutes et quelques, donc à 100 degrés, donc test interrompu. Sur la partie donc du i5, on est à 87, 88 et 89 degrés, c'est quand même assez élevé, ça tient mais c'est quand même assez élevé, donc pas très confortable en fait pour les 180 watts de consommation du i5. Et quand on est sur un i3, 67, 69 et 70 degrés, ça reste ok. Sur des tests un peu plus en applicatif, que ce soit VRE5 et OCCT, comme on peut le voir, que ce soit sur le i9, que ce soit sur le i5 et sur le i3, les résultats sont quand même, j'allais dire, et restent convenables. Sur le i3, ils sont largement bons. Sur le i5, j'allais dire qu'ils sont moyens, on est aux alentours des 81 et 71 degrés pour OCCT, 81 degrés pour VRE5. Et quand on arrive du coup sur le i9, 89 degrés, 82 degrés, voilà, ça reste quand même des températures pour le i9 qui sont un petit peu élevées. Après, je tiens quand même aussi à préciser qu'on reste sur un water cooling à 57 €, qu'il y en a beaucoup de water cooling sur le marché qui font pire que ça en fait en termes de température. Donc pour moi, ça reste quand même ok, ça reste conforme, mais je vous le conseillerais pas pour des gros processeurs. En tout cas, si on va sur des tâches vraiment compliquées et fortes et qu'on va sur des tâches qui sont en fait en grosse consommation, notamment sur des i9 à ce moment-là. Maintenant, quand on passe en jeu, et c'est là où ça va être assez intéressant, c'est que au niveau de la partie gaming, que ça soit sur Shadow of Tomb Raider, donc The Witcher 3, Cyberpunk, PUBG et Assassin's Creed Valhalla, tous ces jeux ont été testés sur 30 minutes sur le même parcours pour en fait tous les processeurs et tous les water cooling que je teste en 1080p. Donc là, on est quand même sur un test assez homogène, et en termes de température, on va rester quand même, j'allais dire, de façon très homogène en lui-même. Et là, on va avoir une petite différence et un petit pic assez élevé sur Cyberpunk où on est presque 80 degrés sur le i9 avec 79 degrés, 76 pour Shadow of Tomb Raider, 75 pour The Witcher 3, 65 pour PUBG et Assassin's Creed Valhalla 72. Donc clairement, quand on voit les températures sur les i9, les températures sont quand même assez élevées. Quand on arrive sur le i5, en vrai, ça reste cohérent. 70 sur Shadow of Tomb Raider, 68 pour The Witcher 3, 73 pour Cyberpunk, 60 pour PUBG, 66 pour Assassin's Creed Valhalla. Franchement, ça reste ok. En termes de comparatif face au Frozen Note, au niveau de la partie température, alors je vous ai pas remis tous les processeurs, plus du coup toutes les températures du Frozen Note, et ça je vous laisserai aller voir la vidéo directement si vous le souhaitez, mais clairement on va avoir un gain en fait de performance via le Frozen Note, c'est-à-dire que le Frozen Note est plus performant en termes de température, entre 3 et 6 degrés maximum. Donc la différence elle n'est pas non plus si énorme en termes de température et d'écart, mais c'est vrai que ça peut quand même jouer. Après bien évidemment 3 à 6 degrés c'est pas non plus négligeable, on va préférer à ce moment-là, même s'il faut mettre 10 à 15 € de plus, moi je vous le conseillerais sur des gros processeurs à ce moment-là de partir plutôt sur le Note. Si vous êtes vraiment sur des petits processeurs, notamment un i3 ou un i5 comme là en fait le 12400F, la différence n'est pas si énorme que ça, et je vous dirais pourquoi pas à ce moment-là en fait rester sur le prisme à ce moment-là. Là où par contre on va avoir une différence qui est assez notable, que ça c'est un test que je produis quand même assez peu souvent, donc c'est le relevé maximum sonore donc en décibels à 100% d'utilisation, pompe et ventilateur en fait à 100%. Clairement le prisme, pourquoi je vous l'ai mis, simplement parce que quand je l'ai testé, il m'a vraiment pris la tête en termes de son, parce que là à l'heure actuelle vous êtes à 60,4 dBA du coup à 100% d'utilisation pour les deux, contre 57,8 pour le Note et 34,4, ça c'était les décibels de la pièce à vide, sans aucun bruit, sans rien du coup, simplement en fait aucun courant, donc juste la pièce vide. Donc autant vous dire que l'écart de bruit est pas si énorme entre les deux. Par contre c'est vrai que ça se ressent, le niveau sonore est quand même un peu plus élevé, et c'est vrai que au fur et à mesure des tests, je me suis dit quand je l'ai éteint, j'étais content de l'avoir un peu éteint. Après c'était sur une table de bench, donc on est sans du coup j'allais dire caisse de résonance, mais aussi une certaine rétention due au boîtier, donc je l'avais en plein, ça peut aussi jouer, mais après ça va vraiment dépendre en fait de votre usage et de votre boîtier. C'est pour ça que je trouve que les relevés sonores sont pas très pertinents sur ce type de vidéo là, simplement parce que en termes de prestation et de pertinence, c'est pas super évident pour vous de pouvoir vous le représenter à la fin. Voilà. Et voilà, vous avez vu qu'au niveau des résultats, finalement, le Frozen Prism a quand même fait des températures et des performances qui sont inférieures au Frozen Note, ce qui peut justement expliquer cette différence de prix. Donc pour vous, ça a duré que quelques secondes. Pour moi, du coup, j'ai dû faire tous les tests entre temps, et là, je vous reprends avec la conclusion de cette vidéo, donc justement pour pouvoir en fait un petit peu avoir l'avis et le retour sur ce produit. En termes de résultats, ils sont pas faramineux, comme vous avez pu le voir sur les benches synthétiques, que ça soit sur du R15, du R20 et sur du R23, les températures sont quand même assez élevées. En quoi est-ce qu'on peut imputer finalement en fait cette température là et ces performances assez basses? C'est tout simplement
simplement par des ventilateurs qui sont un peu moins performants. Et ces températures en fait qui sont trop hautes, enfin finalement et des performances trop basses, le sont uniquement sur en fait le i9 qui est un processeur qui est gros, qui consomme beaucoup. Et je tiens quand même à préciser que ces water cooling sont sortis avant la 12e génération de processeurs et ont été uniquement adaptés avec un packaging qui s'y adapte. Donc du coup, ça peut être compréhensible finalement en fait dans la source parce que à l'heure actuelle, on n'était pas non plus sur un produit qui a été étudié pour les nouvelles générations. Il a juste été rendu compatible. Donc ça déjà, pour moi, je trouve que au final, il se démerde plutôt pas mal. Je tiens quand même à préciser une chose, c'est son prix en termes de tarification. On est à 57 € pour un water cooling. Ça fait partie des water cooling de meilleure qualité pour ce prix-là. Je tiens bien à préciser. Donc à l'heure actuelle, en termes de, j'allais dire, de performance et de relation performance-prix face par exemple au Note, bah clairement au vu des performances que ça soit en jeu sur en fait les différents processeurs, notamment sur le i3 et sur le i5, le rapport performance-prix est meilleur sur le Prism que sur le Note, simplement parce qu'il coûte moins cher et que l'écart de température est pas non plus énorme. Au maximum, on va monter à une 6 degrés de différence en fait maximum, mais 6 degrés de maximum, qu'est-ce que c'est en fait en termes de gaming et en termes de perte de performance? Ben, c'est pas grand chose sur un processeur. C'est pour cela que moi à l'heure actuelle, que ça soit le Note ou que ça soit le Prism, est-ce que je peux vous les conseiller? Dans tous les cas, je pourrais vous conseiller les deux, comme je l'ai dit, mais du moment où vous avez un petit processeur sur un i3, sur un i5, oui, vous allez y mettre un 12000 en fait 600K ou vous allez y mettre un 13600K, on va vite arriver à ses limites, surtout si vous voulez faire de l'overclocking. À ce moment-là, je vous conseillerais peut-être plus, si vous souhaitez faire de l'overclocking sur des i5, à partir peut-être sur plutôt le Frozen Note qui aura un peu plus de performance. Cette performance, elle est due à quoi? Et cet écart de performance est dû principalement en fait aux ventilateurs. Les ventilateurs un peu moins performants sur le Prism que sur le Note. Et finalement, les un peu moins performants, bah, on va les regrouper, j'allais dire à peu près à 10% de performance en moins. Et encore, c'est pas en fait si énorme parce que la pompe aussi joue en fait un effet. Parce que comme vous avez pu le voir au niveau des specs, bah, la pompe est quand même moins puissante sur du coup le Frozen Prism que sur le Note. Ce qui fait que le liquide bah, bouge tout simplement moins rapidement en fait dans les différents water cooling. Voilà, c'est aussi pour ça que du coup je me suis amusé à faire une chose, c'est que je me suis amusé à tout simplement mettre la même pompe donc sur le Note, à retester le Note, mais à la même rapidité, c'est-à-dire en fait à mettre la pompe à 3300 RPM, ce qui correspond en fait à la rapidité de base du coup de la pompe du Prism. En termes de température, on va se retrouver avec 0,5 et 1 degré de différence en fait en termes de performance entre les deux sur l'intégralité des benches. Donc autant vous dire que là c'est vraiment juste la pompe qui va jouer un rôle et c'est pour ça que la pompe étant beaucoup plus puissante sur le Note finalement parce qu'elle fait près du double, il faut pas non plus l'oublier. Donc là on va quand même avoir presque du double en fait dessus, mais clairement ben, c'est là où ça va jouer. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment pertinent? Si vous êtes limite au niveau du budget, que vous avez un i3, un i5, je vous dirais vous pouvez à ce moment-là partir sur le Prism. Vous avez aussi un visuel qui est quand même un peu plus cool. Franchement, moi je le trouve plus joli en fait à ce moment-là. Est-ce que c'est le blanc qui joue ou pas? Ça, voilà. Et clairement, si vous êtes vraiment à quelques euros près sur votre configuration, oui, ça peut être un bon choix. Si vous voulez vraiment du coup partir à ce moment-là et que vous êtes un peu plus large niveau budget, que vous avez 10 à 15 euros à mettre en plus, partez sur le Note. Ça sera peut-être un meilleur choix que de partir sur le Prism. Attention, est-ce que réellement au final, en fait, à la question fatidique que beaucoup de personnes, ou ce n'était même pas des questions, c'était des affirmations que vous aviez dans les commentaires en disant le Prism est mieux directement, et ben en soi oui dans un certain point et non dans un autre point, c'est-à-dire que en termes de, j'allais dire, de performance pure, non, il n'est pas du coup en fait meilleur. En termes de performance et rapport qualité-prix, donc plutôt rapport performance-prix, le Prism sera meilleur, simplement parce que l'écart, comme je l'ai dit juste avant, est pas si énorme que ça en fait en termes de température au vu du prix, alors qu'on a quand même 15 euros voire 20 euros en fonction des revendeurs d'écart en termes de tarification. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, dans tous les cas, je vais pouvoir vous les conseiller. Dans tous les cas, ça reste pour moi en fait de bons water cooling, et puis que en fait dans tous les cas de façon vraiment globale et générale, le Prism pour moi du coup reste aussi en fait un bon water cooling si vous êtes sur des processeurs en entrée et milieu de gamme de performance, donc i3 et i5. Si vous voulez faire un petit peu un test, je l'ai testé aussi sur un 10700K. J'ai juste fait le test en fait rapidement parce que je l'avais du coup en fait sous la main, mon vieux i7 en fait à ce moment-là, je l'ai posé dessus et il fait largement le travail aussi. Et en termes de température, on va avoir des températures similaires en fait au 12400F, voire un peu plus supérieures mais de quelques degrés, et clairement ça fait le taf aussi. Donc franchement, si vous voulez faire une upgrade de votre config, si vous voulez simplement du coup avoir un système de refroidissement qui soit performant pour peu de budget et sans trop vous ruiner, mais avoir
quelque chose du coup qui tienne et qui soit du coup en fait fiable, à ce moment-là le Prism comme le Note ce sont deux bonnes alternatives. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que du coup ce test et cette présentation en fait de ce Phrozen Prism 240 de chez Thermalright vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. Si vous vous attendiez à ce type de résultat et à justement ces réponses là, à ce moment-là, dites-le moi aussi en commentaire. Toutes les personnes qui disaient du coup c'est mieux à ce moment-là, du coup je suis désolé, oui pour une petite partie, mais pas oui en fait en intégralité et pas de façon catégorique. C'est aussi pour ça que à l'heure actuelle, même si c'était dans la boutade justement que vous l'avez pris en fait dessus et que Jigsaw, et je remercie Jigsaw en fait aussi pour ça, même parce que ça m'a quand même trigger. Clairement au début je l'avais pas vu, je l'avais pas cru, du coup et je me disais mais pourquoi du coup en fait tout le monde me demande en fait et pourquoi me dit surtout comme quoi il est mieux, qui est-ce qui l'a testé, comment, etc. En sachant qu'il y avait presque aucune vidéo en fait en France sur celui-ci et que les Américains s'en sont vraiment très peu en fait attardés sur ce produit là. Clairement je me suis dit il y a un problème, qu'est-ce que j'ai loupé, en sachant que moi quand j'avais choisi le Note c'était parce que je voulais le plus performant si on peut dire ça de la gamme de chez Thermalright et qui soit du coup en fait à un bon prix. Donc c'est aussi pour ça que j'avais déjà vu que celui-là était un peu moins performant et tout le monde me disait que c'était plus performant et finalement voilà. Donc bref, je me suis un peu en fait éparpillé, mais clairement du coup ça fait aussi un peu du bien de pouvoir aussi retester et mettre un peu en confrontation certains produits. D'ailleurs je vais vous faire je pense du coup sur le mois en fait d'octobre à ce moment-là en fait un test de tous les water cooling à moins de 80 € pour pouvoir du coup tous les aligner, notamment les Spirit of Gamer, etc. Et puis en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire en mettant un pouce bleu, c'est ma récompense finalement et c'est ce qui m'encourage à vous produire du contenu. Si vous souhaitez être au courant de toutes les prochaines vidéos, vous savez quoi faire en vous abonnant, en activant la cloche des notifications, c'est juste ici. Donc ça, n'hésitez pas, ça m'encourage tout autant, ça me montre comme quoi mon contenu vous plaît et comme quoi aussi en fait mon contenu vous intéresse. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!